Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Mosati, je suis designer depuis bientôt 7 ans. J'ai un parcours qui est assez classique, j'ai commencé en tant que graphiste print chez l'annonceur. Puis je suis passée par plusieurs agences web de tailles différentes pour me tourner vers le web. Et en parallèle de ça, j'ai toujours eu un statut freelance, donc depuis la sortie de l'école, donc depuis 7 ans. Aujourd'hui, je travaille dans une start-up qui s'appelle Mapado, donc ça fait bientôt 3 ans que je bosse pour eux. En général, on a un peu peur du mot start-up quand on ne sait pas trop ce que c'est. On voit surtout la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est un peu synonyme de méthode de zéro budget, je veux faire le buzz, mais je ne sais pas trop ce que je veux en fait. Donc moi, je préfère en fait parler de la partie qui est émergée, donc le côté plus cool de la start-up, qui est que finalement, ça reste juste la définition, c'est une jeune entreprise qui veut tester une idée, qui veut répondre à un besoin et qui le fait avec des méthodes qui restent innovantes et plutôt dans le domaine technologique. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà savoir parmi vous qui est designer, DA, graphiste. Ok. Qui est freelance? Ok. Qui bosse en agence? Et qui bosse en start-up? Ok. Donc on peut constater qu'il y a quand même assez peu de personnes par rapport à la proportion de gens qui bossent en start-up. Donc l'idée, ça va être un peu de vous montrer ce que c'est que le métier de designer en start-up, en quoi ça change des autres structures freelance et agence. Donc je vais commencer par attaquer quelles sont les différences. Donc la première, qui est la principale à mon sens, c'est la méthode de travail. Donc la méthode, on connaît bien en agence et en freelance, on va s'appuyer sur un brief, un cahier des charges pour concevoir un site web. Donc le brief, ça reste quand même un élément indispensable, notamment quand on fait de la créa, parce que voilà, on a besoin de connaître les valeurs de la société, son positionnement, etc. Le cahier des charges, lui, ça va être un document que vous connaissez tous, je pense, qui est beaucoup plus dense et qui va être le document de référence qui va nous suivre du début du projet jusqu'à la fin. Donc c'est un document sur lequel toutes les parties vont se mettre d'accord pour définir les échéances, les délais, etc. C'est quelque chose en général qui ne bouge pas et à la fin qui tient lieu de référent par rapport au livrable. En start-up, on a une méthode un peu différente qui va être la méthode agile. Donc je suis un peu cliché sur le coup parce qu'il y a parfois des agences qui bossent en méthode agile, mais bon, c'est un peu compliqué de faire les choses. Mais voilà, on va parler qu'en général, les startups, elles bossent en méthode agile. Donc le principe, c'est de fonctionner par itération, de poser des bases de fonctionnalités et puis petit à petit de les améliorer. Nous, par exemple, chez Mapado, on bosse avec la méthode Scrum, donc il y a plusieurs méthodes agiles, parmi elles il y a la méthode Scrum. Donc le principe, c'est qu'on fonctionne par sprint. Tous les 15 jours, on va définir des tâches qu'on va faire pendant les 15 jours à venir. Et donc du coup, ça nous permet de prioriser comme ça et sans se retrouver dans une montagne de choses à faire. Qui dit méthode agile ne dit pas forcément qu'il n'y a pas de vision. Le cahier des charges permet ça. Par exemple, ici je vous montre la feuille de route de WP Rocket, qui est une start-up lyonnaise. Donc c'est fait avec Trello, c'est un outil plutôt pratique de gestion de projets par tâche. Donc je vous montre leur roadmap parce que nous on n'en a pas de public, mais l'idée en fait c'est que on a les requêtes, les fonctionnalités qui ont été demandées par les clients, les fonctionnalités qui ont été demandées par l'équipe, tout ce qui est prévu, tout ce qui est en cours de développement et ce qui va être en bêta et puis ce qui est livré. Donc ça permet à tout moment d'avoir une vue globale sur le projet et de pouvoir en rajouter si nécessaire. Nous, plus spécifiquement chez Mapado, donc ça c'est notre Scrum Board. Donc le principe, à la différence de la roadmap, c'est que ça va être vraiment beaucoup plus spécifique et interne à l'entreprise. Pour le coup, sur la colonne à gauche, c'est le backlog, c'est-à-dire notre stock d'idées, de bugs et de fonctionnalités à designer, à développer. Donc on ne voit pas très bien avec le scroll, mais il y a plus de 200 tâches, donc plein de choses à faire.
Juste à droite, c'est la colonne sprint. Donc il y a deux colonnes sprint et sprint design. C'est juste parce que moi je suis un petit peu décorrélée parce qu'il y a un système de points que j'ai pas le temps de vous expliquer. Mais dans l'idée, c'est tout ce qu'on va faire pendant les 15 jours et qu'on va présenter en démo 15 jours à toute l'équipe. Donc on va toujours fonctionner comme ça. On définit ensemble les tâches qu'on priorise. On les réalise pendant ces 2 semaines si on a le temps. Et à la fin, on fait une démonstration de ce qu'on a fait. Donc la philosophie globale de la startup, ça va être mieux vaut que ce soit fait plutôt que ce soit parfait. Donc en général, quand on bosse en agence ou en freelance, surtout en créa, on va avoir envie de faire le truc le mieux possible. On a une tendance à être toujours assez perfectionniste et de faire des livrables nickel. On ne fonctionne pas tout à fait comme ça en startup. Il faut savoir lâcher un peu du lest. Un exemple qui est assez prépondérant pour moi, c'est ça parle très bien. Ça, c'est notre page 404 sur Mapado. Donc, elle est super moche. Comme je vous ai dit, je vous montre la page la plus moche de Mapado. Donc Mapado est en ligne depuis juillet 2013, donc plus de 2 ans. La page 404, du coup, elle n'a jamais bougé, elle a toujours été comme ça, et pour le moment, elle l'est encore. Et en fait, on ne l'a jamais priorisée, elle est seulement priorisée cette semaine dans le sprint, qui n'a pas eu le temps de la faire, donc elle sera pour la semaine prochaine. Parce que la volonté, en fait, c'est d'améliorer le site. On a un côté site B2B, un côté site B2C. Voilà, il y a des fonctionnalités à développer, à designer, il y a des priorités à faire. Donc la page 404, ça passe un peu à l'as à chaque fois. Donc un des principes, du coup, c'est comme on est toujours dans l'itération, on va très vite, on va livrer vite, on va livrer très souvent, on fait des déploiements continus. Donc ça veut dire que aussi on a le droit de faire des tests et on a le droit à l'erreur. Un petit exemple. Donc nous, chez Mapado, on permet de trouver des activités, des événements à faire autour de soi. Donc ça, c'est un exemple de notre barre de recherche sur la page d'accueil. Donc barre de recherche qui a beaucoup évolué depuis le début, donc c'est différentes versions qu'on teste. Il y en a encore une dans les cartons, on n'a pas encore trouvé la version optimale, parce qu'il y a beaucoup de choses à rechercher. On va chercher le type d'activité, on va chercher autour d'une ville, et puis dans une donnée temporelle. Donc, voilà, et ça fait beaucoup de choix à remplir pour les gens. On a essayé de trouver des solutions, on itère encore dessus. Donc, en parallèle de la méthode, une deuxième différence, ça va être tout ce qui est partie projet. Donc, notamment le nombre de projets. Donc, en agence et en free, on va enchaîner les projets, on va avoir besoin de s'adapter très vite. L'avantage, c'est qu'il y a un bon renouvellement créatif, on ne s'ennuie pas, et en général, passer de l'un à l'autre, c'est un peu une soupape, donc ça fait du bien, quoi. En start-up, c'est pas du tout ça, on bosse toute l'année sur le même projet, ça peut parfois être un peu compliqué, un peu chiant, un peu difficile, mais c'est notre projet, on s'y implique, et ça, il faut vraiment le savoir si on veut rentrer dans une start-up. C'est vraiment, pour moi, la différence majeure, c'est le nombre de projets qu'on a à gérer, quoi. En parallèle, dans le projet, il y a aussi les deadlines. Donc, les deadlines, on les connaît tous. Elles sont en général imposées, on se fait des charrettes pour essayer de les tenir, on a un projet à livrer. Et puis des fois, la deadline est tellement proche qu'on bâcle un peu. Et ça, ça nous arrive moins quand on bosse en start-up parce que la deadline, on se l'impose de nous-mêmes. Et puis de toute façon, on sait qu'on va bosser dessus, donc même si c'est pas parfait, on retravaille. Et enfin, quelque chose qui va vraiment différencier aussi, c'est les budgets. Donc ça va avec le cahier des charges, en fait. Le budget, il va forcément restreindre l'enveloppe du projet. Quelque chose qui va prendre 3 jours de design, 3 jours de dev, ça va faire 6 jours, ça va faire vite presque, je sais pas, 5 ou 6 000 euros de plus sur la facture. Du coup, le client va se dire ouais, on va peut-être pas le faire finalement. Alors qu'en start-up, en fait, 6 jours, c'est que dalle. On se dit mais ouais, il faut le faire carrément. C'est rien du tout sur l'année, donc on teste et puis on expérimente. Un gros point noir, je pense, dans la relation agence et freelance, c'est les clients. Donc, ils sont bien, ils nous donnent des sous, hein, on les aime bien, mais
Les clients, en fait, souvent, ils sont experts dans leur domaine, donc ils savent quel est leur métier, quelle est leur cible, ils connaissent leur antériorité, ils ont tout leur historique. Mais ils s'y connaissent pas forcément comme, ils connaissent souvent pas du tout le web, et leur retour, ils vont être du coup assez subjectifs, plutôt déconnectés de la réalité. Et puis finalement, quand on fait un site web, c'est pas eux les utilisateurs finaux, alors que c'est eux qui vont valider le design. Donc quelque part, c'est souvent un peu dommage. En startup, on n'a pas de clients, on a des utilisateurs. Donc si, on a quand même des clients, parce qu'il y a des gens qui achètent nos produits, mais en fait, c'est les gens qui vont aller sur le site, qui vont faire des retours au support, qui vont dire ben voilà, on n'a pas compris comment on peut souscrire à votre offre, c'est quand même con. Pourquoi ils n'ont pas compris? Est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est un problème de design? Est-ce que c'est un problème d'ergonomie? Le tout, c'est d'essayer de comprendre. Et du coup, là, on a des retours qui sont à l'inverse du client, qui vont être plutôt objectifs. Et puis voilà, on se prend le retour en frontal, donc il faut faire les modifs, quoi. Par exemple, un truc qui est assez typique, c'est les retours sur la couleur d'un bouton, d'un élément, enfin voilà, on les connaît tous. Bah là, si on n'est pas d'accord sur la couleur d'un bouton, on fait le test, on le met en prod, on voit ce qui marche le mieux, et puis voilà, il n'y a plus de subjectif, le désaccord, il est réglé de lui-même, et puis tout va bien. Tout est rose, tout est bleu. Donc en un mot, comme on dit, l'utilisateur a toujours raison, enfin la plupart du temps, et le client un peu moins. Quatrième différence, c'est la place du designer dans la société. Donc, dans la structure, en Free, on est tout seul, donc on assume tout. Il y a un côté très liberté qui est assez génial. On fait ce qu'on veut, on a les horaires qu'on veut. C'est super. En parallèle, quand on travaille avec des prestats, on est souvent mécaniquement, on est un peu jetable, quoi. On est là pour une prestation. Si on arrive à fidéliser, tant mieux, mais c'est pas souvent garanti, et puis voilà, on sait pas ce que devient le projet, on sait pas. En agence, le créa en général, il est valorisé un peu au vouloir de son employeur, s'il décide de mettre ses créas en avant ou pas. Et pour le coup, en start-up, suivant avec qui on travaille, en général, lui qui a une forte culture web, une forte culture design, j'espère la plupart du temps, on est tout seul dans le domaine, donc on est partie prenante à toutes les décisions et une force de proposition. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été assez marquant dans mon parcours, en fait, la place qu'on prend petit à petit dans la société. Cinquième différence, ça va être le focus, donc ce sur quoi la structure va se concentrer. Donc en freelance, on va avoir besoin d'être rentable, de trouver des projets qui nous plaisent, mais qui payent vite, qui sont pas trop longs, parce que sinon c'est un peu compliqué à gérer. En start-up, on va avoir besoin d'être agile, donc assez rapide. On va prendre des décisions qui vont obliger qui seront contraintes par le côté rapide du truc. Donc des fois, il y a des choses un peu plus longues qu'on va pas pouvoir faire. Et en agence, j'ose espérer qu'un focus, ça peut être la qualité du livrable, de ce qu'on va délivrer, la qualité de la mise en place du brief, etc. pour que tout se passe bien et que le client revienne. En sixième, il y a l'équipe. Donc l'équipe, comme partout dans toutes les boîtes, c'est super important. Ça c'est évident. En free, on est un peu tout seul, mais à chaque nouveau projet, c'est une sorte de nouvelle équipe qui se met en place. On a des nouveaux interlocuteurs, des gens qui ne connaissent pas, avec qui il faut apprendre à travailler. Donc ça change à chaque projet. En agence, on va côtoyer un peu toujours les mêmes profils, donc des gens qui sont chefs de projet, des développeurs, des référenceurs, et puis d'une agence à l'autre, ça va un peu toujours tourner autour de ça. Alors qu'en start-up, on va côtoyer des profils un peu différents, et encore plus chez l'annonceur quand on n'est pas trop dans le web. Des profils plus chargés de com, marketing, des gens financiers, des gens qui vont faire des petits PowerPoint
Enfin, moi je trouve que de voir un peu toutes les structures, ça permet un peu de s'ouvrir l'esprit, de côtoyer des personnes et de voir un peu comment ça se passe des deux côtés, quoi. Dans l'équipe, il y a aussi la façon de bosser ensemble. Donc, en free, on est assez déconnecté de l'équipe, souvent on bosse chez soi. On bosse soit en coworking, mais en général on n'est pas dans la structure. En agence, les projets sont en général vus par étapes de façon bien distincte. D'abord on fait le design, après on fait le dev. Et après, si le référenceur il a de la chance, il peut passer et essayer de dire des trucs, mais en général tout est déjà fait, donc tant pis pour lui, quoi. En start-up, par contre, il y a une sorte de synergie comme tous les 15 jours, on va montrer ce qu'on a fait, les maquettes qu'on a designées, etc. Tout le monde est capable de dire « Ah ouais, ça va être un peu compliqué à développer. Là, par contre, il faudra un petit texte SEO parce que sinon, ça va pas être cool. » Et donc, ça permet justement à chacun d'avoir son à dire sans pour autant être dans le retour coup de cœur. Et donc, pour avoir une bonne équipe, il faut réussir à bien s'entourer, évidemment. Rien n'est magique et tout n'est pas rose partout. C'est les personnes qui composent l'équipe qui font la boîte. Donc, moi j'incite les gens, ça va un peu avec la conférence de tout à l'heure, à essayer de sentir l'équipe avec laquelle ils vont travailler, comment ils vont rentrer. Nous, par exemple, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans l'équipe, on la rencontre et puis on dit ce qu'on en pense et en général on fait en sorte de la mettre à l'aise, mais voilà, on subit jamais une nouvelle personne en fait. Et donc en tant que designer, le mieux c'est d'essayer de prendre celle qui, pour vous, a le plus de culture design et qui est capable de vous laisser votre liberté et d'éviter le rôle de simple exécutant. En dernière différence, c'est la scalabilité. Donc la scalabilité, c'est la capacité à donner une échelle plus grande à un produit qu'on développe. Donc ça, c'est très dépendant du type de structure. En freelance, ça dépend un peu de ses clients, mais en général, on travaille assez rarement avec des clients internationaux. En agence, c'est aussi le cas. En start-up, en général, on a la possibilité et l'envie et l'ambition de développer un produit à l'international. Donc, c'est des nouveaux challenges, il faut savoir s'ouvrir aux nouvelles cultures. En termes de design, c'est super intéressant de pouvoir approcher ça. Et du coup, qu'est-ce qui vous correspond? J'ai fait un petit état des lieux des qualités qu'il faut avoir pour être designer. Donc, généralement, en agence, en freelance, il en faut plein d'autres, mais parmi les principales, à mon sens, il faut réussir à comprendre les tenants et les aboutissants d'un projet. Réussir à passer d'un projet à l'autre facilement, donc avoir une bonne gymnastique mentale, une capacité d'adaptation. Et puis être pointilleux et savoir délivrer rapidement, parce qu'on est souvent charrette, il faut avancer, quoi. En start-up, on va privilégier avant tout l'esprit d'équipe. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir bosser en équipe, aimer bosser en équipe et savoir aimer les autres profils qui sont avec vous, savoir bosser avec des développeurs. Pas toujours facile. Vu que vous êtes du coup souvent seul dans votre domaine, au moins au début, quand la start-up n'a pas encore décollé, peut-être qu'elle ne décollera jamais, mais on espère. Il faut avoir envie de prendre les choses en main, d'assumer son statut, d'être force de proposition parce qu'on a du coup à la fois un rôle de DA, de designer UX, voire d'ergonome, voire d'intégrateur. Donc, tout en connaissant ses limites parce qu'on ne peut pas faire tous les métiers, mais voilà, être capable d'être un peu curieux et de savoir switcher de l'un à l'autre. Il faut réussir à mettre son ego de côté, c'est un peu comme la page 404 de tout à l'heure. Le design ne fait pas tout, c'est peut-être votre priorité à vous, c'est pas forcément celle des autres. Et surtout, il y a des choses qui vont passer avant et il faut savoir dire ouais, ok, ça c'est vrai que ça me fait plaisir, mais c'est peut-être pas le truc à faire tout de suite. Et puis, l'envie d'aller au fond des choses, d'aller plus loin que le produit fini, la livraison du produit fini, parce qu'on a rarement la chance de faire le produit parfait du premier coup, et les itérations, ça permet d'avancer comme ça. Alors,
Du coup, si ça vous intéresse, comment trouver un job en start-up? Il n'y a pas de formule magique, il faut être curieux. Fouillez les sites des startups directement parce qu'il y en a plein qui ont des rubriques job qui sont bien fournies, surtout quand ils viennent de faire des levées de fonds. Fouinez sur Remix Jobs qui commence à être une petite référence en la matière. Les Lyonnais, surveillez le job board de la cuisine du web parce qu'ils sont plutôt actifs, ils ont beaucoup d'adhérents et notamment beaucoup de startups, ils arrivent à les toucher assez facilement. Et puis gardez un œil sur Twitter. Personnellement, c'est comme ça que j'ai trouvé mes 2 derniers jobs, donc je trouve que c'est un bon outil.